Je suis Karel de Slover du CSTC et dans cette formation, je vais vous parler un peu des notions de performance et de confort thermique des bâtiments. Et donc, passons tout de suite à l'agenda des points abordés aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais vous parler un peu de la performance énergétique. Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les règles à respecter pour avoir une bonne performance énergétique dans le bâtiment? Ensuite, deuxième volet, ça va être le confort thermique. Qu'est-ce que ça implique? Comment le déterminer? Comment l'obtenir? Et au cours de ces 2 points, vous allez voir qu'il y a certaines règles de base qui reviennent, certains éléments importants qui sont communs aux 2, notamment la notion d'étanchéité à l'air. Et donc, il m'a semblé opportun d'allouer un petit créneau aussi pour parler d'étanchéité à l'air. Mais avant toute chose, posons un peu le contexte. Donc quand on parle de performance, quand on parle de confort, il y a plusieurs notions comme ça que les gens savent, c'est important, c'est lié à la thématique, mais sans vraiment savoir pourquoi, comment. Notamment, première chose plus évidente, l'isolation. Tout le monde sait que pour avoir une bonne performance énergétique, il faut une bonne isolation, même à tel point que pour certaines personnes, les 2 notions sont devenues synonymes, ce qui n'est pas du tout le cas. De même, l'étanchéité à l'air, c'est aussi une de ces notions, on est obligé de la respecter, on est obligé d'avoir une bonne étanchéité à l'air, donc ça doit être important. De là à dire pourquoi, ça reste parfois un peu vague. Au niveau des systèmes, on va en général juste, privilégier les systèmes à haut rendement et au niveau de la ventilation, on se dit parfois: j'ai rendu mon bâtiment étanche à l'air, c'est bête de venir mettre des trous dedans pour ma ventilation». Mais encore une fois, j'ai pas le choix, je vais le faire. Je vais vous expliquer au cours de cette présentation pourquoi tout ça, ça a un sens. Ici, aujourd'hui, on va vraiment essayer de faire un petit tour d'horizon de ces différents concepts et regarder pourquoi et comment il faut, les gérer au sein d'une conception de bâtiment. Et donc, comme annoncé, on va commencer par parler un peu de performance énergétique. Alors, la performance énergétique, l'outil principal avec lequel c'est évalué, c'est la méthode PEB. C'est la façon dont la plupart d'entre vous vont être confrontés à la performance énergétique. C'est une série de règles à respecter lors de la conception d'un bâtiment. Et l'indicateur principal, l'indicateur central qui est utilisé pour évaluer cette performance énergétique dans la méthode PEB, c'est le critère de la consommation d'énergie primaire du bâtiment. Donc, je vais revenir dessus plus tard, mais énergie primaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la quantité d'énergie qui est soustraite à la planète pour rendre le bâtiment vivable. Donc ça implique l'énergie nécessaire pour chauffer le bâtiment pour compenser les pertes de ventilation et de transmission. Mais ça comprend aussi les pertes de transformation pour créer de l'eau chaude sanitaire ou même les pertes par transformation pour passer du pétrole brut extrait du sol au mazout pour la chaudière. Donc on va vraiment faire un bilan global de toutes les étapes de consommation du bâtiment et c'est sur base de ce bilan qu'on va définir la performance énergétique du bâtiment, le label PEB. Depuis le 1er janvier 2021, depuis cette année, l'objectif de la PEB, c'est que tous les nouveaux bâtiments soient des bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. C'est ce qui se cache derrière le logo NZEB pour Nearly Zero Energy Building. Alors, toutefois, tous les bâtiments ne sont pas soumis à la PEB. Il y a des cas dans lesquels on peut demander des dérogations, dans lesquels on n'est pas obligé de respecter la réglementation de la performance énergétique. Pour certains bâtiments industriels, pour certaines unités agricoles non résidentielles, on peut demander cette dérogation parce qu'on considère que ce sont des bâtiments à faible impact énergétique. De même, au niveau en Wallonie, en tout cas pour les lieux de culte, on peut demander une dérogation. En Flandre, ce n'est pas le cas. En Flandre, ces bâtiments sont considérés comme des locaux de réunion et doivent respecter les règles de ce type d'occupation des lieux. Un bâtiment provisoire également, on considère que si un bâtiment ne va pas avoir une durée de vie plus longue que 2 ans, il n'est pas nécessaire d'en faire un cas d'étude performant. Et peut-être le plus important dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, les bâtiments patrimoniaux peuvent être exempts de la réglementation PEB. Alors, vous voyez bien, il y a un petit astérisque parce que ce n'est pas simplement tous les bâtiments patrimoniaux qui peuvent avoir une dérogation. C'est uniquement valable si on ne peut pas
si l'application des exigences n'est pas compatible avec la nature patrimoniale. Si on a une façade qui a une certaine valeur architecturale, si on a une conception des lieux, si on a des faux plafonds intérieurs qui ont une valeur patrimoniale, dans ce cas-là, on peut demander dérogation. Mais voilà, ça dit bien ce que ça dit, c'est une demande qui doit être réalisée et qui doit être justifiée. Ce n'est jamais automatique. Les autres cas, la performance énergétique va distinguer 3 types de rénovation en fonction de l'ampleur des travaux. Si le volume protégé qui est créé est supérieur à 800 m² ou si on remplace toutes les installations et 75% de l'enveloppe, donc dans ce cas-là, on est vraiment sur des rénovations très importantes, la réglementation va considérer que, vu l'ampleur de la rénovation, elle peut être assimilée à du neuf. C'est-à-dire qu'il faut respecter les exigences du neuf et que le bâtiment est considéré comme neuf. Si la rénovation est moins importante, mais qu'elle porte quand même sur au moins un quart de l'enveloppe, la rénovation est considérée comme importante. Donc là-dedans, ce qu'on va considérer souvent, c'est les remplacements de toiture et une ou deux des façades qui vont être isolées par l'intérieur. Ça, typiquement, c'est le genre de travaux qui va être considéré par une rénovation importante. Et pour tous les autres travaux, donc tous les travaux qui portent sur moins d'un quart de l'enveloppe du bâtiment, ça va être considéré comme une rénovation simple. Donc rénovation simple, c'est tous les travaux de faible ampleur, mais qui sont quand même de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment. Donc simplement remplacer des châssis, changer une chaudière peut être considéré comme une rénovation simple. Et alors pourquoi ces 3 distinctions sont importantes? Parce que quand on va regarder le tableau des exigences, qu'on voit ici à l'écran, on voit qu'on fait une distinction entre les bâtiments qui sont assimilés à du neuf, les rénovations importantes, et les rénovations simples. Et qu'en fonction de ces 2 derniers cas, il y a toute une série d'exigences qui ne sont plus exigées, en quelque sorte. Les 2 seuls critères qui restent valables pour les rénovations simples et importantes, c'est une valeur Umax qui doit être respectée et un critère de ventilation. Donc, regardons ces 2 exigences d'un peu plus près. Bon, j'ai vu qu'Antoine a déjà parlé pas mal de la valeur U, donc ici, ce sera juste un petit cours de rafraîchissement pour ceux qui se sont momentanément assoupis. Donc la valeur U, c'est ce qui caractérise la quantité de chaleur qui passe au travers d'une paroi. Donc c'est simplement s'il y a une différence de température qui existe de part et d'autre d'une paroi, les processus physiques vont faire en sorte que la différence de température va avoir tendance à s'amenuire. Les deux ambiances vont avoir tendance à s'équilibrer. Et donc, il va y avoir un flux de chaleur qui passe de l'environnement chaud à l'environnement froid. Et la valeur U, ça va être une représentation de la vitesse à laquelle la chaleur passe à travers cette paroi. Donc, pour la calculer, c'est très simple. On calcule d'abord une résistance thermique qui est égale à l'épaisseur du matériau divisé par son coefficient de conductivité thermique. L'épaisseur, sa détermination est triviale, il suffit de mesurer l'épaisseur du matériau. La valeur lambda, soit on peut prendre une valeur qui est issue des normes, une valeur par défaut, ou alors on peut utiliser une valeur qui est certifiée, soit au travers des marquages CE, soit au travers des agréments techniques, qui va donner une valeur qui est vraiment propre à chaque matériau. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est toujours plus intéressant de prendre une valeur certifiée qu'une valeur par défaut. Je vous expliquerai ça au prochain slide. Quand on a la résistance thermique de chaque couche, pour connaître la résistance thermique totale de la paroi, il suffit de faire une somme et d'y inclure les 2 résistances aux surfaces dont Antoine a déjà très bien parlé. Et donc la valeur U, c'est l'inverse de cette résistance. Voilà comment on détermine une valeur U, enfin comment on la calcule, parce que déterminer, c'est autre chose. Mais en pratique, qu'est-ce que ça implique? Donc voici le tableau des exigences de valeur Umax à respecter en Wallonie. On voit que pour les éléments opaques, la valeur à respecter est de 0,24 et pour les éléments transparents, ça varie entre 1,5 et 2 en fonction du type de matériau, du type de construction. Donc cette fameuse valeur de 0,24. Prenons un mur traditionnel construit en bloc de béton isolé par l'extérieur.
qu'est-ce que ça représente en termes d'épaisseur d'isolation, une valeur U de 0,24? Donc là, on a pris 4 isolants assez communs, hein, la laine minérale, le polystyrène expansé, le polyuréthane et le verre cellulaire. Et on a comparé à chaque fois, on va dire, la gamme d'épaisseur nécessaire pour atteindre le 0,24, la valeur U de 0,24. Avec les épaisseurs les plus importantes sont obtenues avec les valeurs par défaut. Donc ici, les valeurs lambda de 0,05 pour l'EPS et la laine minérale. Ce sont les valeurs qu'on prend par défaut quand on n'a pas d'agrément technique ou qu'on n'a pas de certificat. À l'autre extrême, les valeurs lambda les plus faibles, 0,036, 0,032, ce sont les valeurs présentes parmi les meilleurs produits sur le marché. Et donc, on voit simplement entre la valeur par défaut et la valeur certifiée, on peut avoir jusque 7 à 8 cm d'isolation en plus. 7 ou 8 cm d'isolation, ça veut dire plus de matériaux à acheter. Donc, il y a déjà une question de coût qui est liée à ça. Et en plus, ça veut dire que la mise en œuvre des nœuds constructifs va être plus délicat, vu qu'il faut quand même pouvoir passer ces 7 à 8 cm au travers des différents nœuds constructifs. C'est toujours plus intéressant pour la valeur U d'utiliser une valeur certifiée qu'une valeur par défaut. Autre critère qu'on doit respecter en rénovation, c'est le critère de ventilation. Donc le principe de base d'une ventilation saine, c'est une alimentation en air neuf dans les pièces sèches, un transfert à travers les pièces de communication du bâtiment et une évacuation de l'air vicié dans les pièces humides. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on considère que dans les locaux humides, il y a une plus grande production de polluants. C'est souvent là qu'on va générer les odeurs désagréables. Et donc, on va vouloir évacuer ces polluants au plus vite et pas avoir l'odeur des toilettes dans le salon ou dans la chambre. Et donc, l'exigence qui est liée à ça, c'est une exigence de débit. Donc, en fonction du type de local, il va y avoir un débit minimal, soit d'apport dans les locaux secs, soit d'extraction dans les locaux humides. Et il y a une exigence sur les sections, les ouvertures qui vont permettre le transfert des uns aux autres. Donc, ce critère est aussi applicable en rénovation. Donc voilà, je ne vais pas vous parler plus de la performance énergétique. On pourrait très bien faire un cours de 45 minutes rien que sur ce sujet. Ça, c'est les exigences à respecter en rénovation en Wallonie. Passons maintenant au deuxième volet de cette présentation, le confort thermique. Et du coup, première question, qu'est-ce qu'est le confort thermique? Donc, la définition de base du confort, c'est se sentir bien, aussi bien psychologiquement que physiquement. Corps sain, esprit sain. On connaît tous le dicton, la location. Mais tout comme il y a plusieurs types de gènes qui peuvent causer un inconfort, il y a plusieurs types de confort. Dans le cadre de cette présentation, on va essentiellement parler du confort thermique, c'est-à-dire se sentir bien en fonction de la température qui règne dans la pièce auquel on vit. Mais comme on peut être gêné par un bruit, par une odeur ou par un élément perturbant visuellement, il y a un confort acoustique, un confort visuel et un confort lié à la qualité de l'air qui existe. Mais bon, cela sort un peu du cadre de cette présentation, je ne les aborderai donc pas plus en détail. Parlons donc du confort thermique. Donc, comme on a dit, le confort thermique, c'est se sentir bien dans son corps et bien mentalement. Alors, il faut savoir que l'être humain est exothermique et homéotherme. C'est une petite anecdote qui égayerait toutes les soirées mondaines. Si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez toujours sortir ces deux termes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'être humain, d'abord, est exothermique, c'est-à-dire que l'être humain dégage de la chaleur, comme peut l'affirmer toute personne qui a déjà un jour réchauffé ses pieds froids auprès de son partenaire. De même, l'être humain est homéotherme, c'est-à-dire est à 100 chaud, c'est-à-dire que la température de notre corps est plus ou moins constante et indépendant de l'environnement. D'ailleurs, sachez que pour être confortable, il faut que la température cutanée soit environ de 36,7 degrés Celsius. Que se passe-t-il donc quand cette température va descendre? Donc, une fois on passe sous la barre des 36,5 degrés Celsius, et je précise bien que là on parle de température de la peau et pas de température de l'air. Une fois que la température de la peau va passer sous les 36,5 degrés Celsius, le corps va vouloir se réchauffer. Il va faire ça de deux façons.
D'une part, il va limiter la perte de chaleur via un mécanisme de vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins cutanés vont se rétrécir. Et donc, il va y avoir moins de sang qui va être en contact avec l'air, moins de sang qui va pouvoir échanger thermiquement avec l'air, et donc une plus grande fraction de la chaleur qui est conservée au sein du corps. C'est pour ça que quand il fait froid, on a la peau blanche et qu'on perd de la sensibilité dans les extrémités. Une fois que le corps a réduit la perte de chaleur, il va commencer à en générer plus par lui-même, et ce via de l'activité musculaire involontaire, c'est les frissons, c'est les claquements de dents, même si on peut se réchauffer en claquant des doigts aussi. À l'inverse, si la température cutanée va dépasser les 37,5 degrés, le corps va vouloir se refroidir. Et donc, à ce moment-là, on va avoir le mécanisme inverse, c'est-à-dire une vasodilatation. Les vaisseaux sanguins cutanés vont s'élargir pour qu'il y ait plus d'échanges thermiques avec l'air ambiant. Mais il faut savoir que cette vasodilatation, elle ne va refroidir le corps que si la température de l'air est inférieure à celle du corps. Bon, 37,5 degrés en Belgique, ça ne nous arrive pas très souvent de l'avoir comme température de l'air, mais s'il fait très chaud, si vous êtes au sud de la France, il fait 40 degrés Celsius, à ce moment-là, le seul mécanisme de refroidissement qui reste au corps, c'est la sudation. À ce moment-là, on va refroidir le corps via l'apparition et l'évaporation d'humidité sur la peau. Et donc, sur base de ces deux mécaniques, on peut dire que le confort thermique, ce sont les situations où aucun de ces deux mécanismes n'entre en action. Bon, c'est très bien dit comme ça, mais lorsqu'on fait de la conception de bâtiments, lorsqu'on doit concevoir une installation de ventilation, une installation de chauffage, on ne peut pas mettre des personnes virtuelles dans notre bâtiment virtuel avec des thermomètres virtuels pour mesurer une température de peau virtuelle. Il faut le définir autrement via des paramètres qui sont quantifiables. Alors, on définit généralement 6 paramètres pour évaluer le confort. 2 paramètres qui sont liés aux occupants, c'est-à-dire l'état métabolique, l'activité corporelle, et son état d'habillement. Ça, c'est 2 paramètres sur lesquels on ne va pas pouvoir jouer en conception de bâtiment, même si on sait que si on va concevoir la ventilation ou le chauffage pour une salle de sport ou pour une piscine, il faudra considérer d'autres critères de confort que ceux qu'on considère pour un bâtiment d'immeuble classique. Par contre, il y a 4 paramètres environnementaux que, eux, on va pouvoir régler au travers des systèmes, au travers des techniques du bâtiment. Les deux plus importants là-dedans, ce sont la température ambiante, donc la température de l'air, et la température moyenne des parois. Eux, ce sont eux qui vont être majoritairement responsables du confort. C'est pour ça qu'on a tendance à les regrouper dans un seul paramètre, la température opérative, qui est la moyenne des deux. On pourrait évaluer le confort uniquement sur base de ce facteur-là, et on se tromperait dans très peu de cas. Je vous expliquerai après pourquoi on a le droit de faire une simple moyenne entre ces deux températures. Au niveau de l'humidité relative, on considère en général qu'il n'y a pas de risque d'inconfort si l'humidité se situe entre 30 et 70%, ce qui est assez facilement atteignable dans un bâtiment. Et au niveau de la vitesse de l'air, de même, on considère qu'il n'y a pas de gêne si la vitesse de l'air est inférieure à 0,25 mètres par seconde. Mais revenons un peu sur cette histoire de température opérative. Quand on fait le bilan thermique d'un corps, on constate qu'il va échanger à 35%, 35% de son échange de chaleur totale avec son environnement va être un échange radiatif avec les parois. Et on constate aussi qu'il y a 35% de cet échange de chaleur totale qui va être un échange convectif avec l'air. Donc si les deux mécanismes ont le même poids, c'est pour ça qu'on a le droit de faire une simple moyenne pour réduire ces deux températures à une température opérative. Notez que cela n'est vrai que si la vitesse de l'air est inférieure à 2 mètres par seconde. Si on a une vitesse de l'air plus importante, il va y avoir plus de brassage d'air au contact de la peau. Et donc, la fraction d'échange convectif dans le bilan thermique global du corps va être plus élevée. Mais donc, sur la simple base de ce paramètre de température opérative, on peut déjà dresser un diagramme rudimentaire du confort. On va comparer simplement sur base de la température des parois et la température de l'air, l'ensemble des zones dans lesquelles on a une sensation de confort moins importante ou où il fait décidément trop froid et trop chaud. Alors on constate sur ce graphique que pour certaines températures de parois très basses,
peu importe la température de l'air, on aura toujours une sensation de froid. C'est le fameux mécanisme de la paroi froide auquel on est souvent confronté lorsqu'on parle de confort du bâtiment. Un mot sur l'humidité relative. Donc, avant, j'avais dit pas de problème si on est entre 30 et 70%. Dans la pratique, on considère qu'une humidité optimale se situe entre 40 et 60%. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de polluants qui vont se développer surtout en milieu humide. Là, on pense par exemple aux champignons et aux mites. Tout comme il y a toute une série de polluants qui vont se développer en milieu sèche. Là, on pense à la production d'ozone, aux maladies respiratoires. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi des polluants qui vont se développer soit pour des humidités très basses, soit pour des humidités très élevées. Les bactéries et les virus, en fonction du type de bactérie, du type de virus, vont mieux se développer dans des conditions différentes. Et donc, si on prend le bilan total de tous ces facteurs polluants, on considère qu'une humidité une humidité relative centrale va être plus confortable, tout simplement. Alors, sur base de ça, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on connaît ces 6 paramètres? L'appréciation du confort, classiquement, il se fait à travers un indice PMV. Donc l'indice PMV, Predicted Mean Vote pour les anglophones, ou indice de vote moyen prévisible, c'est un paramètre qui va être calculé sur base des 6 paramètres de confort. Et qu'est-ce qu'il représente, ce paramètre? C'est une échelle, une prévision de l'appréciation du climat interne. C'est-à-dire que si on connaît les 6 paramètres, on peut prédire la réponse des occupants à une enquête. Donc l'idée de cet indice PMV, c'est si plus tard on fait une enquête auprès des occupants du bâtiment, on leur demande de coter la qualité du confort, en théorie, la moyenne de toutes ces cotes devrait correspondre à l'indice PMV. La méthode de calcul exacte est décrite dans la norme 7730. Je vous laisse la consulter pour les plus curieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais sachez que cette échelle PMV considère 7 catégories, qui va du -3, qui est une sensation de froid extrêmement inconfortable, jusqu'au +3, qui est de chaud inconfortable. Et donc on considère qu'on est confortable si l'indice moyen de vote est compris entre le -1 et le +1. Encore une fois, si on a un public virtuel d'occupants, si on leur demandait de coter la qualité du confort, de -3 à +3, la moyenne des votes devrait être compris entre -1 et +1. En parallèle avec ça, il y a un deuxième indice qui va être très important dans l'appréciation du confort, c'est l'indice PPD, ou Predicted Percentage of Dissatisfied, le pourcentage prévisible d'insatisfaits, parce qu'on le sait tous, il y a toujours des gens qui sont jamais contents avec le réglage de la ventilation ou l'installation du thermostat. La méthode de calcul est décrite dans la même norme et cette fois-ci, il n'est pas basé sur les 6 paramètres du confort, mais directement sur base de l'indice PMV. Et donc, ça va prendre cette apparence-ci où, en fonction de l'indice PMV, on va pouvoir dire directement, OK, un indice, par exemple, moyen de -1, ça veut dire que 40% des personnes ne vont pas être satisfaits. 40%, je suis un peu trop optimiste peut-être, plutôt 30% des gens ne vont pas être satisfaits. Et donc, ce qui est remarquable quand on constate ce diagramme PPD, c'est que là où il est assez facile d'obtenir 100% de gens insatisfaits, d'ailleurs, en pratique, il suffit de régler la clim de son bâtiment à 10 degrés Celsius, je vous assure que 100% des occupants ne vont pas être contents. On constate qu'il est impossible d'obtenir une situation où 0% des gens sont insatisfaits. Il y a toujours au moins 5% de personnes, 5% d'occupants qui ne vont pas être satisfaits du confort. C'est parce que le confort est une notion très personnelle et ce qui est trop chaud pour une personne va être trop froid pour l'autre. Donc, voilà, il faut en tenir compte. Maintenant, vous savez pourquoi il y aura toujours des débats sur le réglage du thermostat. D'autant plus que, en fonction de l'activité qu'on fait, la température qui va être ressentie comme confortable va être différente. Ici, on voit qu'entre une personne qui marche normalement et une personne qui est assise et qui est au repos,
la température de confort peut varier de 6 à 7 degrés Celsius. Et donc, on pourrait tracer un diagramme de personnes insatisfaites par type d'activité. Alors, on constate que dans une situation où, on va dire, 5% des personnes au repos sont insatisfaites, il y a quand même déjà 25% des gens qui sont assis, qui travaillent assis, qui sont insatisfaits. Et donc, pour peu que dans un bâtiment, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui sont assis, ça va être impossible de définir une notion de confort uniforme pour tout le monde. Mais supposons que nous vivons dans un monde parfait. On a conçu un bâtiment où l'indice PMV est de 0, donc tout le monde considère que le bâtiment est confortable. On a viré les 5% de gens qui ne sont pas satisfaits en se disant de toute façon ils ne seront jamais contents. Et quand on va visiter le bâtiment, on constate qu'il y a quand même encore des gens qui ne sont pas confortables. Alors que normalement, en théorie, tout se passe bien. En théorie, ce pays merveilleux où tout se passe toujours très bien. C'est parce qu'il y a des causes d'inconfort qui peuvent être très locales. Là où l'indice PMV et l'indice PPD vont considérer le confort comme un ensemble, on se baser sur des valeurs moyennes du bâtiment, il peut y avoir des phénomènes très locaux qui causent un certain inconfort. Première cause majeure de l'inconfort local, c'est une trop grande différence entre la température des parois et la température de l'air. Et donc là, on revient avec ce fameux phénomène des parois froides. On constate qu'il y a beaucoup moins de résistance à une paroi qui est plus froide que l'air qu'à une paroi qui est plus chaude que l'air. On voit qu'ici, pour une différence de 15 degrés, donc si on considère que la paroi est 15 degrés plus froid que l'air, on voit qu'il y a déjà 20% de gens qui sont insatisfaits. Tandis que si la paroi est de 15 degrés plus chaud que l'air, seulement 2,5% des gens sont insatisfaits. Donc ça, si on a une fenêtre, si on a une paroi qui est non isolée, et donc plus proche de la température extérieure que de la température intérieure, ça peut causer une sensation d'inconfort pour tous les gens qui sont en échange radiatif avec cette paroi, dirons. Autre type d'inconfort, c'est quand il y a une différence de température entre les pieds et la tête. Et là, on voit qu'il ne faut même pas des différences de température très élevées. Simplement 5 degrés de différence entre les pieds et la tête, bam, 20% des gens ne sont plus contents de leur confort. Il faut savoir qu'avoir une tête qui est trop froide ou trop chaude, enfin en tout cas qui est déséquilibrée par rapport au reste du corps, ça peut causer des migraines, ça peut causer des nausées. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important à considérer dans la notion du confort. Autre cause d'inconfort qui est un peu liée, c'est quand il y a des différences de température entre plafond et sol. Et là, c'est marrant, on constate un phénomène inverse que ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il y a une plus grande sensibilité au plafond trop chaud. Enfin, il y a une sensibilité au plafond chaud qui est beaucoup plus grande qu'une sensibilité au plafond froid. De nouveau, si on prend nos degrés de différence, donc on a un plafond qui est 15 degrés plus froid que le sol, ça va. Il y a 7% des occupants qui ne vont pas être contents. Par contre, un plafond qui est 15 degrés plus chaud que le sol, nous sommes à 40% de personnes insatisfaites. 40% d'insatisfaits, c'est de quoi déclencher une émeute dans certains bureaux que j'ai connus. Donc, c'est certainement quelque chose à surveiller. Finalement, dernière source d'inconfort, c'est les courants d'air. Quand on a un courant d'air qui est défini par une température plus froide que l'air et par une vitesse de l'air plus élevée que l'air ambiante, ça va créer une sensation d'inconfort. Et surtout, on constate qu'il y a une grande sensibilité au courant d'air au niveau du cou. Pourquoi qu'on a cette sensation d'être un peu bloqué dans le cou si une ventilation a soufflé à ce niveau-là pendant toute une journée. Heureusement, il existe des solutions très simples à ces problèmes d'inconfort. Lorsqu'il y a une différence entre la température des parois et la température de l'air, il suffit de bien isoler les parois qui séparent les ambiances à température différente. Une paroi qui est isolée va avoir tendance à prendre la température de l'air intérieur et donc diminuer cet écart entre température des parois et température de l'air. Au niveau des différences de température verticale, il suffit de prévoir un bon brassage de l'air, déjà, pour éviter la stratification de l'air. Et d'ailleurs, de bien dimensionner le chauffage. Ça, c'est typiquement un problème qui apparaît quand on fait du chauffage par le sol et que ce chauffage est réglé trop fort. De même, on a tendance à insuffler l'air frais au niveau des plafonds.
pour éviter justement cette sensation de courant d'air. Et donc il faut bien faire attention qu'il n'y a pas des éléments parasites au plafond qui vont venir rabattre préemptivement le courant d'air au niveau des personnes. Au niveau des différents airs, plafond, sol, c'est le même principe que ce qu'on a déjà dit, brassage de l'air et isolation des planchers et des toitures. Et au niveau du courant d'air, il faut avoir une bonne attention pour le positionnement des bouches de ventilation et surtout il faut bien veiller à l'étanchéité à l'air. On y reviendra dans la troisième partie de cette présentation. Alors, toutes ces méthodes d'inconfort local révèlent une chose: si on veut déterminer le confort réel ressenti dans un bâtiment, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut poser la question aux occupants. Si on veut déterminer le confort d'un espace de travail ou d'un espace d'habitation, il y a deux choses à faire. Il faut faire un monitoring de l'espace, de sorte à pouvoir identifier les paramètres du confort, les 4 paramètres environnementaux du confort. Et d'autre part, il faut réaliser une série d'enquêtes auprès de tous les occupants, parce que comme on l'a déjà dit, chaque personne va avoir une appréciation différente du confort. Et c'est sur base de toutes ces données qu'on va pouvoir identifier la perception réelle du confort au sein du bâtiment. Et comment l'obtenir? Et là, j'ai volontairement laissé assez vague l'objectif de cette question, hein, parce que ce soit pour obtenir la performance énergétique du bâtiment ou pour obtenir un confort thermique dans le bâtiment, les méthodes sont les mêmes. Il faut prévoir une bonne isolation thermique, une bonne étanchéité à l'air et une bonne ventilation. L'isolation thermique, il y a d'autres personnes que moi qui vont en parler dans le cadre de ce cycle, donc je ne vais pas plus m'étendre dessus. De même, la ventilation, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je laisse ça volontiers à des gens plus compétents que moi. Mais je peux vous parler un peu de l'étanchéité à l'air. Et là, je suis convaincu que dans la salle, il y a des gens qui pensent: oui, mais si j'ai rendu mon bâtiment étanche à l'air, je ne vais pas installer une ventilation. C'est comme rendre son bâtiment étanche à l'eau et tirer le tuyau d'arrosage à l'intérieur pour déverser de l'eau. Eh bien, détrompez-vous, je vais vous prouver, enfin, prouver c'est un grand mot, je vais essayer de vous montrer que étanchéité à l'air et ventilation, ce sont des notions qui sont complémentaires. Donc, ça me permet d'employer tout de suite sur la troisième partie de cette présentation, l'étanchéité à l'air. Donc, l'étanchéité à l'air, ça fait quelques années qu'on en parle maintenant. La plupart des gens savent qu'il faut le faire, qu'il faut l'obtenir, mais comment et surtout pourquoi? Mais pour revenir sur cette question de ventilation versus étanchéité à l'air, je vais simplement comparer les ouvertures de ventilation et les fuites d'air. Donc, une ouverture de ventilation, c'est une ouverture qui est pensée, qui est dirigée et surtout qui est réglable dans l'enveloppe. C'est-à-dire qu'elle a été pensée pour causer le moins d'inconfort et elle a été pensée dans le cadre d'une stratégie plus large de ventilation. C'est ce qu'on a dit au début, on insuffle l'air neuf dans les pièces sèches et on extrait dans les pièces humides. Là où une fuite d'air, c'est déjà une ouverture qui est aléatoire, elle n'a pas été pensée, elle n'est pas dirigée, c'est-à-dire qu'elle peut être distribuée n'importe où dans l'enveloppe du bâtiment. Et surtout, c'est une ouverture qui est permanente dans l'enveloppe. Vous êtes encore convaincu qu'il ne faille pas ventiler parce que vous avez assez de fuite d'air pour assurer une bonne renouvellement de l'air. La prochaine fois que la météo annoncera qu'il gèle au lendemain, je vous invite à colmater toutes vos fuites d'air. Je vous souhaite bonne chance. D'autant plus que, de par le fait que les fuites d'air sont des ouvertures qui ne sont pas pensées et qui ne sont pas conçues, elles vont induire toute une série de problèmes. Une fuite d'air, tout d'abord, ça risque de causer des problèmes de débit. Certaines pièces vont être trop ventilées et d'autres vont être trop peu ventilées. Alors, ça peut sembler bizarre de prime abord de se dire qu'il y a des pièces qui vont être trop peu ventilées parce qu'on apporte plus d'air dans le bâtiment. Je vais y revenir juste après, vous allez voir, c'est très simple. On peut aussi avoir des problèmes de direction de flux. Ce système, ce schéma où on va insuffler l'air sec, l'air neuf dans les pièces secs et l'extraire dans les pièces humides, il peut être déréglé à cause des fuites d'air. Et donc, on peut avoir une inversion de ce processus. Finalement, une fuite d'air, ça peut aussi causer des problèmes de température. On en revient avec nos courants d'air froid en hiver, tout comme en été, on peut avoir des courants d'air chaud, ce qui va être embêtant quand on essaie de climatiser un espace. Tous ces problèmes non traités
ce sont des problèmes de confort. Donc, ce sont des problèmes qui vont venir entacher la perception qu'ont les gens du confort du bâtiment. Donc, quand je dis problème de débit, problème de direction de flux, à quoi je pense? Ici à gauche, vous voyez deux bâtiments à l'étanchéité à l'air correcte. Le premier équipé d'un système de ventilation de type C, où l'apport en air frais se fait à travers des ouvertures de ventilation, et où l'extraction se fait de façon mécanique. Et celui-ci, système D, où l'apport et l'extraction se font de façon mécanique. Donc encore une fois, le bâtiment est bien étanche à l'air apparaît, l'air neuf est insufflé dans les pièces sèches, extrait dans les pièces humides, on connaît le refrain. Que se passe-t-il maintenant si l'étanchéité à l'air n'est pas bien traitée? La première chose, on va avoir un apport additionnel dans les pièces humides. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'extraction mécanique, elle est constante. Son débit a été calculé, son débit a été réglé, et donc elle ne peut pas extraire plus d'air que ce pourquoi elle est conçue. Donc, une partie de l'air qu'elle va extraire, c'est l'air qui va être apporté au travers des défauts d'étanchéité à l'air. Encore une fois, on pourrait se dire, et alors, c'est pas grave, on reste dans les pièces humides, l'air ressort directement, tant mieux pour elle. Mais les défauts d'étanchéité ne sont pas localisés que dans les pièces humides, il y en a aussi dans les pièces sèches. Et donc là, on va avoir une partie de l'air qui normalement aurait dû transiter à travers les ouvertures de transfert vers les pièces humides, qui va rester coincé dans les pièces sèches. En effet, il ne peut pas, c'est comme quand on met de l'eau dans un récipient, on ne peut pas mettre plus d'eau que la contenance du récipient. On ne peut pas extraire plus d'eau que le débit de notre tuyau d'extraction. Donc ici, il y a une quantité de l'air qui normalement aurait dû transiter, qui ne peut plus transiter parce que c'est la fraction de la capacité d'extraction qui est comblée par l'apport d'air supplémentaire. Et donc, on va avoir une extraction supplémentaire au travers de défauts d'étanchéité dans les pièces sèches. Et donc, le risque réel dans tout ça, c'est que le flux, le débit à travers les ouvertures de transfert va être amoindri et pourrait même s'inverser à un moment. Et donc, on pourrait avoir des problèmes d'odeur, des problèmes de transfert d'humidité aussi, des pièces humides vers les pièces sèches. Donc voilà pourquoi une bonne étanchéité et une bonne ventilation, ce sont deux notions qui doivent aller de pair. On parle aussi des problèmes de température. Ici, on a une photo d'un bâtiment où il y a un défaut d'étanchéité à l'air au niveau du coin de la fenêtre et sous la plainte. Lorsqu'on va faire une thermographie infrarouge, on constate que ça a un impact direct sur la température des surfaces. Et qui dit température plus froide, dit aussi plus de chaleur dépensée pour réchauffer le bâtiment. Faisons un petit calcul. Une fuite d'air d'une section de 1 cm², ça correspond environ à 2,5 m3 par heure de débit de fuite. Là, les conversions sont en dessous, je vous laisse lire si vous êtes intéressé, mais faites-moi confiance pour le moment. Donc un débit de fuite de 2,5 m3 par heure, sur base annuelle, ça correspond à 2 kWh. 2 kWh, ça correspond environ à 15 centimes par an. Donc là, on parle de 15 centimes par an par centimètre carré de fuite. Et cette estimation a été faite en 2014. Donc, comme on est tous bien conscients, les médias nous le rappellent tout le temps, en ce moment, les prix de l'énergie flambent. Donc, le 15 centimes par centimètre carré par an me semble une estimation plus que conservateur. Donc, non seulement les fuites d'air, c'est des problèmes de confort, mais c'est aussi des problèmes de performance énergétique. Alors, maintenant que je vous ai convaincu de l'utilité d'une bonne étanchéité à l'air, où trouver les informations pour la réaliser? Le document de référence, c'est la note d'information technique 255, disponible sur le site du CSTC. Là-dedans, vous allez trouver toutes les règles de l'art et toutes les techniques pour rendre un bâtiment étanche à l'air. On a l'air de croire que l'étanchéité à l'air, c'est un concept qui est nouveau. C'est un concept qu'on a inventé au mieux dans les années 70 avec le crash pétrolier et qui n'a été introduit qu'au même moment que la PEB. Et pourtant, détrompez-vous, voici une charmante habitation située quelque part en Scandinavie, qui est déjà assez ancienne, qui a facilement 100 ans. Quand on va regarder le détail des angles, le détail des parois, tout simplement, on voit que non seulement le bois a été travaillé pour s'emboîter le plus précisément possible. Alors là encore, on pourrait dire, oui, c'est une question de structure, de stabilité, etc., etc. Mais on voit aussi que les fentes entre le bois ont été remplies avec du torchis, dans le but vraiment de garder l'air chaud à l'intérieur et l'air froid à l'extérieur.
Ce qui est logique quand on a des hivers à moins 20 degrés. Hein. Quand il fait moins 20 dehors, on n'a pas envie d'avoir un courant d'air froid qui vient refroidir les pieds. Ce qui est nouveau, par contre, c'est toute la quantification, c'est toute la réglementation qui est autour de ça. Et dans ce cadre-là, on retrouve 3 valeurs qui vont permettre d'identifier, de quantifier l'étanchéité à l'air du bâtiment. La première, c'est le V50, V majuscule, qui est le débit de fuite qui est mesuré au moyen d'un essai blower door. L'essai blower door, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne savent pas, on vient mettre un cadre dans l'entrée principale du bâtiment, on met le bâtiment en surpression via un ventilateur et on peut mesurer l'ampleur du débit de fuite via la différence de pression qui existe entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, c'est une image très simple, c'est qu'on met le bâtiment à 50 pascal, il y a autant de mètres cubes qui vont passer au travers de l'enveloppe en 1 heure. Et le document de référence qui détaille comment réaliser ces mesures, le voilà à l'écran. Encore une fois, les plus curieux d'entre vous iront le consulter. Sur base de ce débit de fuite, on définit souvent une deuxième valeur qui est la perméabilité de la surface. Ceci, c'est une valeur qui est calculée. C'est simplement le débit de fuite, le V majuscule, divisé par la surface de déperdition. Et donc, c'est le V minuscule qui s'exprime en mètres cubes par heure par mètre carré. Il faut savoir que dans la réglementation PEB, ce qui est défini comme surface de déperdition, ce n'est pas la surface totale du bâtiment, c'est toute la surface qui n'est pas en contact avec un espace chauffé. Donc dans ce cas-ci, dans le cadre d'une habitation mitoyenne, les parois de séparation vers les habitations mitoyennes ne vont pas être considérées comme la surface de déperdition. Autre valeur qui va souvent être utilisée pour quantifier l'étanchéité à l'air, c'est le taux de renouvellement, le N50, qui est aussi une valeur déduite à partir du débit de fuite et qui correspond simplement au débit de fuite divisé par le volume intérieur. Et donc dans ce cas-ci, on va avoir l'unité en volume par heure, donc le nombre de fois par heure que l'entièreté de l'air intérieur est renouvelée. Prenons un exemple concret, hein. 2 appartements, même volume, même débit de fuite, donc ils ont le même étanchéité à l'air, soyons honnêtes, ils ont tous les deux 241,12 mètres cubes de débit de fuite, mais l'appartement sous toiture a une plus grande surface de déperdition, tout simplement parce que pour l'appartement central, il n'y a que les parois latérales qui comptent dans la surface de déperdition, tandis que pour l'appartement sous toiture, la toiture aussi est considérée comme surface de déperdition. Ce qui fait que là où les deux bâtiments ont le même N50, normal, ils ont le même volume, ils ont le même débit de fuite, ils ne vont pas avoir le même petit V50, ils ne vont pas avoir la même perméabilité de surface, tout simplement parce que par convention, la surface de déperdition n'est pas la même. Et donc pour avoir une bonne vue de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment, il faut absolument considérer ces 3 valeurs, le débit de fuite, la perméabilité de la surface et le taux de renouvellement de l'air. Bon, je vous parle beaucoup d'étanchéité à l'air, mais quel est son intérêt dans le cadre de la rénovation, qui est quand même un peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui? Supposons on a un bâtiment, il faut le rendre performant, il faut le rendre confortable et on n'a pas envie d'abattre. En général, quand on est en rénovation, c'est qu'on veut conserver au plus possible le bâtiment existant. Et justement, vous sentez déjà venir où je veux en venir. Rendre un bâtiment étanche à l'air, c'est le rendre plus confortable. Rendre un bâtiment étanche à l'air, c'est le rendre plus économique. Et surtout, rendre un bâtiment étanche à l'air, ce sont des travaux de surface. En général, il ne faut pas abattre des murs, il ne faut pas remplacer des éléments structurels. On peut simplement, en faisant quelques travaux légers, rendre un bâtiment beaucoup plus étanche à l'air. Alors, quand je dis ça, travaux légers, j'ai vraiment des exemples concrets. Premier exemple, les portes et les trappes qui séparent le volume protégé des espaces adjacents non chauffés. Dans les vieux bâtiments, souvent, la porte de la cave, c'est une simple porte intérieure, la trappe vers le grenier, s'il y en a une simple trappe. Et aussi bien la cave que le grenier présentent souvent d'énormes ouvertures de ventilation. Parfois, c'est même des ouvertures de ventilation voulues, comme les soupirails dans les caves. À ce moment-là, simplement prévoir une porte étanche peut déjà augmenter considérablement l'étanchéité à l'air du bâtiment. De même, simplement ajuster les portes et les fenêtres. Je ne veux pas dire remplacer, simplement les ajuster pour qu'elles rentrent bien dans leur encadrement, peut aussi diminuer les principales fuites d'air dans une rénovation. Souvent, quand un bâtiment vit, il y a aussi des ouvertures qui sont pratiquées dans l'enveloppe et qui ne sont plus toujours utiles.
Simplement les colmater, c'est évident, mais ça vaut toujours la peine d'être fait. Ça va augmenter l'étanchéité à l'air. Et alors, le travail qui a peut-être le plus d'impact sur le bâtiment, c'est enduire les zones non enduites. On a parfois tendance à dire oui, mais cette paroi-là, elle est cachée derrière un faux plafond, cette paroi-là, c'est un espace technique, personne n'y vient. Pourquoi dépenser de l'argent à les enduire? Parce qu'un mur en briques ou un mur en bloc de béton n'est pas étanche à l'air. Ce qui va rendre étanche à l'air une paroi, c'est l'enduit. Donc simplement en enduisant toutes les zones techniques, on peut déjà augmenter considérablement l'étanchéité à l'air du bâtiment. Que faire quand on a des éléments qui ne sont pas remplaçables, quand on a des valeurs qui ont vraiment une valeur architecturale ou patrimoniale? Alors on peut toujours dédoubler. Par exemple, ici, on n'a pas envie de remplacer les vieux châssis belle époque. Il suffit de mettre un châssis moderne derrière et le bâtiment est entièrement en ordre, aussi bien au niveau confort que performance. Pour le reste, les règles de base restent toujours valables. Si les parois sont étanches à l'air, il faut juste faire attention aux jonctions. Donc, quand on a des éléments secs, il suffit de prévoir du tape pour colmater les jonctions entre les éléments. Quand on a une jonction entre un élément sec et un élément humide comme de l'enduit, il faut prévoir un élément qui puisse être noyé dans l'enduit et qui puisse être fixé sur la barrière sèche. Et quand on a deux murs enduits, il faut bien faire attention que dans les angles, il n'y ait pas de risque de fissuration ou d'ouverture. Et quand on a des problèmes spécifiques, en général, il existe des solutions spécifiques. Le plus important, c'est de se simplifier la vie. Quand on a un espace qui est trop difficile à isoler, qui est trop difficile à rendre étanche à l'air, parfois il faut simplement se poser la question, est-ce que cet espace a besoin d'être isolé ou étanche à l'air? Et c'est sur cette note-là que je vais conclure ma présentation. Donc je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. J'ai une question. On demande, serait-il possible d'avoir un indicateur type PEB qui favoriserait des bâtiments compacts de petite taille par rapport au nombre d'habitants? Alors, la compacité du bâtiment, elle est déjà récompensée en quelque sorte, pas directement au niveau PEB, même s'il y a certains des indicateurs de la PEB qui vont dépendre de la compacité, mais elle est déjà récompensée au niveau de l'étanchéité à l'air. Vu qu'un bâtiment plus compact va avoir une surface de déperdition plus faible et donc il va y avoir moins de risques de défaut d'étanchéité et de problèmes d'étanchéité dans l'enveloppe du bâtiment.